que ce soit du Sénat, que ce soit de la Chambre. Et je salue pour l'occasion mon coprésident, M. Van Quatsenhoven, qui est aussi toujours présent avec nous. Le 22 mars 2022, M. le Premier ministre était venu à la Chambre présenter un débriefing du Conseil européen qui s'est tenu à Versailles, où les dirigeants de l'Union européenne se sont rencontrés pour discuter de l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine et d'aborder bien sûr toutes les conséquences et la manière de renforcer cette souveraineté européenne, de réduire la dépendance de l'Union et surtout comment élaborer un nouveau modèle de croissance et d'investissement. Le sommet informel des 30 et 31 mai est organisé pour assurer le suivi de la déclaration de Versailles, qui a alors tracé une voie importante. Il est maintenant nécessaire de prendre des mesures concrètes. Dans ce contexte, la Commission européenne a publié une communication qui annonce une réponse immédiate de l'Union aux besoins de financement de l'Ukraine et propose en outre un cadre pour sa reconstruction à plus long terme. Le 18 mai dernier, la Commission européenne a présenté un plan Repower EU visant à rendre l'Union indépendante des combustibles fossiles russes. Ce paquet fait aussi suite à l'appel lancé par le Conseil européen de Versailles. Dans une communication, la Commission européenne et l'Agence européenne de défense ont épinglé des lacunes au niveau des investissements en matière de défense. Ces 3 dossiers seront donc à l'ordre du jour du prochain sommet informel et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Monsieur le Premier ministre au sein du comité d'avis fédéral pour y donner, comme la tradition le veut, un briefing de ce sommet. L'agenda de Monsieur le Premier ministre étant chargé, je vous demanderai de limiter votre intervention comme de tradition, mais peut-être que les plus bavards ne sont peut-être pas présents aujourd'hui. Ne devenez pas bavard pour autant. Voilà, nous avions initialement prévu une bonne heure d'échange. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. J'essaierai d'avoir un peu plus qu'une heure, parce que je sais que bon, c'est peut-être bien quand même d'avoir l'occasion de parler. Wat belangrijk is, ik ben opnieuw beschikbaar de dag na de Europese Raad, dus op 1 juni, dus volgende woensdag, in de Commissie Buitenlandse Zaken in mijn rol van minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken. En we zullen daar zeker ook de gelegenheid hebben om de discussie verder te kunnen doen. Maar dat is dus vlak de dag na de Europese Raad. Dus verser dan dat kan het volgens mij niet. Zoals aangegeven, 4 onderwerpen: defensie, Oekraïne, energie en voedselzekerheid. Oekraïne. De discussie zal in de eerste plaats gaan over de financieringsnoden van het land. Op korte termijn heeft Oekraïne nood aan liquiditeit voor het functioneren van de staatsinstellingen. In totaal gaat het over 15 miljard euro. En de Europese Unie pleit voor 9 miljard euro daarvan te financieren. Ons land erkent de noodzaak tot die steun. We pleiten dan ook voor macro-economische assistentie. We zijn bereid te kijken hoe we de nodige garanties kunnen ondersteunen in lijn met de wettelijke provisies die wij hebben. Wij zien geen rol voor directe budgettaire bijdrage. Het is belangrijk om toch wel die wederopbouw van Oekraïne, om daar het juiste perspectief aan te geven. De commissie stelt een open mechanisme voor waarbij Europese en andere landen financiële bijdragen kunnen doen. De commissie stelt ook voor om een deel van de financiering te halen uit de confiscatie van Russische financiële middelen die door EU-lidstaten werden geblokkeerd onder het Europese sanctiebeleid. Pour notre pays, la reconstruction de l'Ukraine est quand même dans une perspective plus large. La reconstruction de l'Ukraine, ce n'est pas uniquement une reconstruction matérielle, c'est aussi une reconstruction immatérielle. Il s'agit aussi de reconstruire les institutions et les structures de ce pays basées sur l'état de droit, avec des mécanismes forts anticorruption, avec un état de droit qui est vraiment ancré dans la reconstruction. Et donc, ça veut dire que le financement de la reconstruction doit aussi soutenir ce processus.
En outre, notre pays préserve quand même une certaine prudence par rapport à la confiscation de ressources financières, indépendant de l'opportunité politique. Je pense que ça peut uniquement se faire basé sur une base légale ou une base basée sur l'état de droit qui soit assez stable. Dit was Oekraïne. Over energie. U weet dat tijdens de Raad van maart er een bijzonder stevige discussie geweest is over de maatregelen die de Europese Unie kan nemen. Ons land heeft daar een voortrekkersrol in gespeeld om ervoor te zorgen dat er voldoende mechanismes zijn om onze samenleving, onze burgers, onze bedrijven voldoende te kunnen beschermen tegen de fluctuaties en de prijsstijgingen op de energiemarkt. Dat wil zeggen dat de afbouw van de energieafhankelijkheid van Rusland, dat we dat op een doordachte, op een geplande manier moeten doen. Het is dan ook een goede zaak dat de Europese Commissie met het Repower EU-plan gekomen is. Dat beantwoordt aan iets wat wij eigenlijk al aangegeven hadden een paar weken geleden. Toen men een paar weken geleden sprak over het 6e sanctiepakket, is de positie van ons land altijd geweest: als je over een bijkomend sanctiepakket spreekt met betrekking tot energie, dan is het noodzakelijk dat u terzelfde tijd ook met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat we onze burgers kunnen beschermen ten opzichte van de gevolgen van zo'n pakket. We zijn dus zeer tevreden dat de Commissie met dit Repower EU-pakket gekomen is. We zien eigenlijk twee prioriteiten ten opzichte van het stabiliseren van de marktprijzen. Ten eerste een gemeenschappelijk aankoopbeleid. Ten tweede de mogelijkheid om een prijsplafonnering te kunnen invoeren als finaal ultiem prijswapen. We hebben intussen gezien dat Rusland de aanvoer van gas naar 3 landen heeft afgesneden. Dus ik denk dat de bezorgdheden die wij een paar weken geleden gegeven hebben, dat die bezorgdheden zeer legitiem waren. Et donc la Commission européenne a intégré cette approche dans sa proposition. Le Conseil devrait le confirmer. Et c'est clair que par rapport à l'hiver prochain, c'est nécessaire que comme Union européenne, on dispose des outils nécessaires pour protéger notre population. Ça, c'est donc par rapport à stabiliser les prix. Il y a aussi une discussion, naturellement, par rapport à une discussion structurelle sur les prix excessifs de l'énergie. Pour cela, je pense qu'il est clair qu'on doit aller plus loin. Il n'y a pas de solution magique, c'est un travail de longue haleine, mais pour nous, il y a quand même 2 éléments qu'on veut mettre en avant. D'abord, européaniser notre énergie. Quand des gouvernements travaillent ensemble, par exemple, pour pousser le développement de renouvelables, nous avons des capacités qu'on n'a pas sinon. Een voorbeeld is wat we vorige week in Denemarken gedaan hebben, waar er een top was van 4 Noordzeelanden ten opzichte van de windmolenparken op zee, om ervoor te zorgen dat er een kader is, zodat landen tezamen maximaal dat potentieel kunnen gebruiken. Dus dat is een eerste element, is meer zaken gemeenschappelijk doen. Tweede element is het prijsmechanisme op de elektriciteitsmarkt. Het huidige mechanisme zorgt er niet voor dat we ons voldoende kunnen wapenen tegen prijsfluctuaties die komen van buitenaf, van andere landen. We hebben daar weinig wapens en dat mechanisme zorgt ervoor dat de elektriciteitsprijzen soms nog meer fluctueren dan de onderliggende gasprijzen. Dat is een eerste element. Tweede element, het huidige prijsmechanisme zorgt er onvoldoende voor dat de lagere prijzen van energie die afkomstig zijn van hernieuwbare energie eigenlijk veel te weinig doorgerekend kunnen worden naar de consument. Brengt mij bij het derde onderwerp, is defensie. Ons land wil komen tot een gevoelig versterkte samenwerking op Europees niveau. We zien dat er heel wat geplande budgetverhogingen zijn op het gebied van defensie. Ons land heeft daar ook reeds beslissingen in genomen. Wat essentieel is, en ik heb dat in het parlement, de plenaire, vorige week uitgelegd, is dat als we meer defensieuitgaven gaan doen, dat we dat op een geplande, doordachte manier doen,
om te vermijden dat we nog een grotere fragmentatie zouden hebben dan vandaag het geval is. Ook om te vermijden dat we gewoon off-the-shelf aankopen zouden gaan doen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar we een zeer weinig industriële return hebben. En ten derde, dat bijkomende investeringen ervoor moeten zorgen dat die militaire uitgaven een maximale return hebben, ook in onze eigen maatschappij. Bijvoorbeeld op het gebied van intelligentie, bijvoorbeeld op het gebied van systeem van opleiding. Et donc, nous avons, du point de vue de notre pays, 3 objectifs. D'abord, une plus grande coordination entre les pays européens. Deuxièmement, utiliser les dépenses pour renforcer notre base industrielle. Et troisièmement, créer un retour social fort. Dus willen wij op deze raad 3 punten naar voren schuiven. Ten eerste concrete afspraken maken op het gebied van bijvoorbeeld gemeenschappelijk aankoopbeleid. Ten tweede de mogelijkheid om vanuit EU-budgetten investeringen in defensie mogelijk te maken. Ten derde financiële en industriële incentives creëren om gemeenschappelijke projecten te kunnen organiseren. Et puis, troisième élément final, sécurité alimentaire. On voit qu'il y a plein d'évolutions qui sont quand même inquiétantes par rapport à les effets que les augmentations et les pénuries dans l'alimentaire pourrait avoir. Nous préconisons aussi une action énergique contre les risques de manipulation de prix qui pourraient fausser le marché, et aussi à créer des systèmes de réserve pour être sûr qu'il y a assez d'approvisionnement. Le Conseil discutera les efforts européens et multilatéraux pour libérer les produits alimentaires qui sont parfois physiquement bloqués aujourd'hui, par exemple dans les ports ukrainiens. On discutera également des nouvelles mesures pour renforcer les capacités de production locales qui sont essentielles dans les pays africains. Nous soutenons ces efforts et nous étudions les moyens de faire sortir d'Ukraine les denrées alimentaires bloquées. Voilà, ceci comme introduction par rapport au sommet de début de la semaine prochaine. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est donc à l'Assemblée. Madame Regmans, peut-être ? Merci Madame la Présidente. Effectivement, donc quelques questions, réactions rapides en vous remerciant Monsieur le Ministre pour votre présentation. Je crois que nous devons effectivement résolument aller vers l'amélioration de la production énergétique du renouvelable. On le sait, c'est vraiment la condition importante pour assurer la transition et le plus d'autonomie de notre alimentation en énergie. Donc j'entends que des mécanismes sont prévus mais on doit aller encore, je dirais, de manière plus résolue vers ce partage, vers cette interconnexion énergétique qui est nécessaire à l'échelle européenne. Deuxième chose, pour ce qui concerne le matériel militaire, je crois que nous devons aussi avoir vraiment une politique d'autonomie et d'indépendance à l'échelle européenne, bien sûr, pour que les marchés des armements, qu'il y ait une compatibilité plus importante entre nos différents systèmes d'armement pour qu'il puisse y avoir des réponses globalisées à cette échelle. Et enfin, pour l'alimentaire, je pense que nous devons là aussi travailler encore plus spécifiquement sur non pas seulement notre sécurité, mais notre souveraineté alimentaire, parce qu'il est complètement anormal, je dirais, de trouver et de savoir qu'il y a des stocks alimentaires qui sont bloqués et donc pas disponibles, notamment pour les pays africains, mais que ces stockages, qu'ils soient privés ou publics, ne doivent pas en fait être, alors qu'ils sont très coûteux, ces stocks, qu'on puisse les écouler le plus rapidement possible au sein de l'Union, bien sûr, mais qu'on évite finalement de faire gonfler artificiellement des stocks alimentaires qui ont alors des conséquences qui ne sont pas nécessairement positives sur les marchés, puisqu'on n'utilise pas nécessairement ces stocks pour assurer une stabilité des marchés. Donc je pense qu'il y a là une option encore plus résolue vers
l'autonomie stratégique et le renforcement des circuits courts, c'est la transition. Ce sont des moyens qui doivent être mis importants dans ces moyens, dans ces budgets, dans ces objectifs. Et ce que l'on constate, c'est que finalement, le risque, c'est qu'évidemment, la guerre en Ukraine est au contraire réouvert des champs importants pour finalement des entreprises qui jouent la spéculation et qui accentuent les phénomènes de volatilité des prix sur les marchés mondiaux. Donc cette crise nous amène à réfléchir plus largement sur la possibilité d'avoir des options stratégiques plus fortes pour réguler les marchés. Merci. Merci Madame Rijkmans. Monsieur Flahou. Oui, Madame la Présidente, tout d'abord, merci Monsieur le Premier ministre. Je crois qu'il faut adapter notre agenda pour le 1er juin. Il faut que ça devienne une commission de suivi, parce qu'autrement, nous allons avoir un entretien avec vous, mais où les autres parlementaires... On peut intégrer l'un dans l'autre, non? Quoi? On peut intégrer les deux, non? Oui, c'est ça, parce qu'autrement, les parlementaires venant d'ailleurs ne pourront pas assister à la commission, sauf comme spectateurs. Donc, voilà. L'autre élément, je vais peut-être commencer par le point 4 pour le lier au point 1. La sécurité alimentaire, c'est vrai qu'il y a la préoccupation pour ici, mais il y a aussi la préoccupation pour le continent africain. Parce que finalement, le continent africain va être aussi une des premières victimes, après la crise sanitaire, de cette guerre au niveau de l'Est de notre continent. Et ensuite, je relis au point 1 de votre entretien, c'est vrai, de votre intervention. C'est intéressant l'idée d'une reconstruction matérielle, incontestablement, mais c'est une reconstruction ou une construction pour en ce qui concerne l'Ukraine. Et il y a beaucoup de travail, mais ça va avoir un coût. Et je voudrais poser une question à laquelle on n'a peut-être pas de réponse, mais en tout cas, la question, elle devrait être posée au niveau du sommet informel. C'est quel est le risque qu'aujourd'hui, les moyens qui étaient prévus à l'issue du sommet Union européenne-Union africaine, quel est le risque que les moyens qui étaient dirigés vers l'Afrique ne soient orientés vers l'Est? C'est très bien, on peut comprendre la situation, mais il ne faudrait pas qu'on pénalise le continent africain de cette reconstruction. Et je crois qu'il y a une crainte, en tout cas, au niveau des responsables. En ce qui concerne l'énergie, incontestablement, je crois que cela, plus la crise des réfugiés et l'opposition des groupes de réfugiés qui est en train de naître au niveau belge et également avec notre population, risque à un certain moment de nous exploser à la figure. Heureusement, on est en été à l'approche des vacances, mais à l'automne, on risque que cela pose certains problèmes. Et en ce qui concerne la défense, c'est bien de dire on va tendre vers les deux, mais c'est comment et pour que faire? Parce que je vous avouerai que je suis un peu sceptique. Vous l'avez dit dans votre intervention, c'est pas moi qui suis suspect, j'ai toujours dit la défense européenne est nécessaire. On a plaidé pendant des années pour ça. On a vu tous les blocages de la Grande-Bretagne dans un premier temps, des pays qui avaient rejoint l'OTAN dans un deuxième temps, qui ont rejoint aussi l'Europe, mais avec la seule priorité de parler de l'OTAN. Je crois que l'Europe de la défense, elle ne se fait pas, et elle a de très difficultés à se construire. Parler de coordination à 27, c'est pas possible. Et en tout cas, il y a un élément, c'est que aujourd'hui, on a quand même le sentiment désagréable que l'Europe de la défense, elle suit, les pays suivent le diktat de l'OTAN. Et ça, c'est insupportable, parce que là, les 2%, je le dis et je le répète, c'est du fétichisme, parce que on vient de le voir dans une certaine commission ici, le grand magasin est ouvert. Et on achète sans savoir avec qui on achète, ni pour que faire, et de façon totalement désordonnée, avec des situations qui sont risibles quelquefois, d'un grand nombre de matériel roulant, sans avoir le nombre de chauffeurs pour les faire circuler. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il faut vraiment poser des conditions, mais des conditions strictes, en tout cas en ce qui concerne la Belgique, si on veut effectivement être crédible dans une démarche. Vous avez fait prendre une série de décisions qui ont augmenté les dépenses militaires à 2 reprises. La garantie de retomber avec une base industrielle, je crois que c'est fondamental aussi, et
toutes les entreprises aujourd'hui ne sont pas très heureuses de ce qui se passe avec les investissements militaires. On pense à CMI, on pense à d'autres, mais c'est aussi des investissements en matière d'infrastructures, par exemple, qui ne produisent pas les effets souhaités. Donc, je dirais qu'une des premières questions qu'il faudrait poser peut-être au département de la Défense, et je mets au département au pluriel dans chacun des pays, c'est OK pour augmenter, mais pour faire quoi et comment et selon quel délai? Et je serais très curieux d'entendre certains responsables nous exposer ce que l'on mettrait dans ce que représenteraient les milliards à ajouter au département de la Défense d'ici 2035, comme le prévoit la déclaration gouvernementale. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur Flauw. Meneer Kraaienman. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel, meneer de premier, voor uw korte inleiding. Premier, als we de toestand in de Oekraïne bekijken, als we die gaan beschouwen, dan lijken de gevechten zich daar toch te gaan concentreren in de oostelijke Donbass-regio. Zeker nu de Russen de Azovstal-fabriek in handen hebben en dus eigenlijk de facto ook heel die zuidelijke regio rond de havenstad Mariupol in handen hebben. En ze leggen nu hun focus op de republieken, aanhalingstekens waar u ze wil plaatsen, Donetsk en Luhansk. En als je het Russische ministerie van Defensie mocht gaan geloven, dan is die tweede regio ook al zo goed als ingenomen. Nu zetten daarvoor zelfs hun zogenaamde Terminator-tanks af, toch een vrij geavanceerd, om niet te zeggen heel geavanceerd type van tank met onder andere zware artillerie uitgerust, raketlanceerders en allerhande ander mooi tuig. En zelfs als we de berichtgeving mogen geloven, dan komen zelfs onze westerse wapenleveringen in het vizier. Of toch volgens Rusland zelf. Zeker nu een belangrijke wapenlevering in het noordwesten van Oekraïne, als ik me niet vergis, zou vernietigd zijn. Dat is allemaal weinig hoopgevend, als u het mij vraagt. Zeker gezien we ons nog in het militaire stadium van het conflict bevinden en de ruimte voor diplomatie en voor een, laten we maar zeggen, duurzame politieke oplossing, dat die dus nog beperkt is. Maar ik zou niet te defetistisch willen worden. Beetje hoopvol, want de deur naar gesprekken wordt toch opengezet of toch op een kiertje gezet. Ik zal mij beperken, zo blijkt toch uit de verklaringen van Russisch adviseur Medinsky. Ook al stelt hij dat de bal in het Oekraïnse kamp ligt. Medinsky sloot een topontmoeting tussen Zelensky en Poetin niet uit. Maar dan zouden er serieuze voorbereidingen moeten zijn, dan zouden er documenten moeten zijn die door beide presidenten zouden moeten worden ondertekend. En langs de andere kant zegt de Oekraïne, ik zou het bijna durven zeggen vanzelfsprekend, dat er van een wapenstilstand geen sprake kan zijn, tenzij Rusland zich terugtrekt uit de bezette gebieden. Het is natuurlijk zeer weinig waarschijnlijk, denk ik dan bij mezelf, en ik denk dat we het er allemaal over eens zijn, dat Moskou ermee akkoord gaat gaan. En dus moeten we concluderen, of toch vaststellen, dat de onderhandelingen op dit moment in het slop zitten. En meneer de premier, als ik u goed begrepen heb, dan wil u inzetten op de immateriële wederopbouw, op de, zal ik het maar zeggen, de opbouw, zoals collega Flauw het noemde, van de democratische instellingen in Oekraïne. Maar daarvoor is er natuurlijk een conflicteinde nodig, daarvoor is er een wapenstilstand nodig, daarvoor is er diplomatie nodig, liever. En ik wil van u graag weten wat de rol van de EU als geheel is daarin, en ons land in het bijzonder. Want diplomatie tussen Oekraïne en Rusland zal een van de vereisten zijn om dit conflict tot een goed einde te brengen. En dan laat ik in het midden wat een goed einde is. Dat zal zeer relatief zijn, vermoed ik. Ik wil van u weten welke positie wij aan de onderhandelingstafel innemen en welke concrete voorstellen, als die er al zijn, tot een staakt het vuren, een wapenstilstand, een duurzame diplomatieke oplossing er op dit moment op tafel liggen. Van de zijde van Europa dan. Het is tenslotte een conflict dat onze bevolking aanzienlijk impacteert op het vlak van energie, op het vlak van economie, op het vlak van migratie en niet in het minst op het vlak van veiligheid. Het is een conflict dat zich afspeelt aan onze oostgrens, zowel die van de NAVO als die van de EU. En ik denk dan, naar mijn bescheiden mening, en in alle bescheidenheid die mij gekend is over het algemeen, dat we een actieve rol moeten gaan opnemen om een wapenstilstand te gaan bekomen, om dat conflict zo snel mogelijk te gaan beëindigen. Dan, wat betreft defensie, meneer de premier, op het vlak van defensie lijken toch de ogen van een aantal lidstaten,
toch aanzienlijk wat lidstaten nu open te gaan. Ik denk dat ik een open deur intrap als ik durf te stellen dat we veel te lang achterover geleund hebben, dat we veel te lang geschuild hebben onder die Amerikaanse NAVO-beschermingsparaplu. En als we dan... en we moeten dan, denk ik, eigenlijk zelfs durven toegeven dat we eerdere signalen, ik denk maar aan die van Trump, u kan voor of tegen de man zijn, maar dat we eerdere signalen in die richting te lang hebben genegeerd, dat we die te lang in de wind hebben geslagen. Dat is een van de redenen, onder andere, denk ik dan, bij mezelf, waardoor we geen militaire factor zijn in een conflict dat zich eigenlijk afspeelt in onze voortuin. We zien dan lidstaten zoals Duitsland, bijvoorbeeld, die in snel tempo naar de NAVO-norm van 2% gaan. En ik moet zelfs vanuit de oppositie durven toegeven dat uw regering aanzienlijke inspanningen probeert te doen, maar het is toch nog onvoldoende, denk ik dan bij mezelf. De nood aan meer Europese strategische autonomie is zeer hoog. En ik denk dat we dan moeten beginnen met een gemeenschappelijke Europese veiligheidsindustrie rond het Europees aankoopbeleid. Dat is nogal wiedes, denk ik dan. Gepaard gaan met het versterken van de Europese poot binnen de NAVO om meer de nadruk nog te kunnen leggen op onze eigen veiligheidsbelangen, onze eigen Europese veiligheidsbelangen. Maar ik kom tot mijn vraag, meneer de premier. Ik ga geen lange uiteenzetting doen over wat mijn visie daarop is. Ik wil van u graag weten hoe het vandaag staat met Europese plannen voor een echt gemeenschappelijk buitenlands- en defensiebeleid en hoe dit concreet zal vorm krijgen in de nabije toekomst. Streeft men naar een soort van vrijwillige intergouvernementele Europese defensiealliantie, vergelijkbaar met de NAVO, of streeft men naar een soort van Europees eengemaakt leger? U kent mijn affiniteit met dat, of mijn aversie liever tegenover dat laatste. Maar ik wil van u graag weten welke positie ons land ter zake inneemt binnen de Europese Raad. Dan wat betreft energie. U zei het zelf al, we hebben zeer recent een 6e sanctiepakket tegen Rusland ingevoerd, meer bepaald een olieembargo. We zien echter dat de prijzen aan de pomp onze burgers heel hard hebben getroffen en nog steeds treffen, denk ik. En dat komt natuurlijk door de aanzienlijke afhankelijkheid die we hebben ten aanzien van Russische olie. Ik dacht dat dat voor ons land om en bij de 30% lag, tenzij ik mij zwaar vergis, maar ik dacht het niet. En dus nu snel afstappen van die Russische olie, u zei dat zelf ook al, dat zou zeer ondoordacht zijn. Dat zou de prijzen waarschijnlijk nog verder opdrijven met alle gevolgen van dien voor onze bevolking, om niet te spreken van uw begroting natuurlijk. Het probleem is natuurlijk dat onze alternatieven, dat zijn ook niet echt bepaald, hoe zal ik het met een eufemisme uitdrukken, mensenrechten hoog in het vaandel dragende regimes. Ik denk maar aan de Golfstaten, ik denk maar aan Venezuela, ik denk maar aan Iran bijvoorbeeld. En als we eigenlijk echt eerlijk zijn, dan moeten we ook durven vaststellen dat die economische sancties, die energiesancties, momenteel weinig tot geen impact hebben gehad op de Russische oorlogsmachine of op de Russische economie. De relatief korte termijn zeg ik dan nu. We weten allemaal hoe dat komt. Dat zijn natuurlijk de energieprijzen die sinds het begin van de oorlog aanzienlijk gestegen zijn. En daardoor hebben ook de Russen natuurlijk hun energieinkomsten bijna verdubbeld gezien. Ik wil van u graag weten, meneer de premier, hoe u daar tegenover staat. Hoe denkt u daar precies zelf over? Wat het Europese deel betreft wil ik van u graag weten wat de Europese strategie is om de impact van verdere sancties voor de lidstaten en meer specifiek voor de bevolking te gaan temperen. Zijn er op dit ogenblik al energiealternatieven en welke worden momenteel voorbereid? En dan evident de onvermijdelijke vraag, welke positie neemt ons land op dit vlak in? En dan tot slot, heel kort over de voedselzekerheid. We zien dat Rusland nu een aantal strategische havens, denk maar aan Mariupol, waarschijnlijk het bekendste voorbeeld, dat ze die nu in handen hebben. En dus eigenlijk de facto de graanexport liever vanuit dat land kunnen gaan bepalen. U kent allemaal ondertussen al, of ja, iedereen kent het, Oekraïne wordt de graanschuur van de wereld genoemd. En we moeten dus ook niet versteld staan dat de Russen nu eigenlijk een aanzienlijk deel van die graanexport kunnen gaan manipuleren, dat ze die onder controle hebben, dat ze dat als wapen gaan gebruiken. En dan is er de naam ontsnapt me nu even, ik dacht een Duitse ex-ambassadeur, die zei van kijk, het is Poetins strategie om een soort van voedselonzekerheid te gaan creëren. In vooral dan Afrika en in het Midden-Oosten, een van de collega's heeft het hier ook al vernoemd, dacht ik, gebieden die toch zeer afhankelijk zijn van graanimport. En daardoor zouden
ik denk dat dat niet ondenkbeeldig is wat ik hier zeg, terug migratiestromen kunnen ontstaan richting onze contraien, waarmee hij dan Poetin in concreto het Europese continent wil gaan destabiliseren. Wat ik dan wel zal definiëren als een soort van hybride oorlogsvoering. En ik wil van u weten, meneer de premier, hoe bereidt Europa zich daar eigenlijk op voor? Hoe bereidt de Europese Unie zich daarop voor? En welke concrete rol speelt ons land in die voorbereiding? Dank u wel en ik kijk uit naar uw antwoorden. Ik dank u, meneer. En poursuivre monsieur de Magda la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, merci pour votre exposé introductif. Je vais à mon tour, si vous me le permettez, évoquer les 3 points essentiels que sont l'énergie, l'Ukraine et la défense. Et pour commencer par l'énergie, rappeler que le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord politique sur une proposition de la Commission relative au stockage de gaz. Et c'est en effet une problématique fondamentale et importante. Mais vous l'avez rappelé, celle-ci comprend un deuxième volet capital qui est les prix et leur flambée. Alors on a vu que les États membres de l'Union européenne ont essayé en ordre dispersé de préserver le pouvoir d'achat de leurs ménages et des entreprises. Mais bon, on constate que ces effets n'ont malheureusement été que temporaires. Les 27 sont-ils, selon vous, en voie de trouver un accord sur cette flambée des prix qui touche évidemment au plus près de l'ensemble de nos concitoyens? Comment pour vous se préparer à d'éventuelles ruptures d'approvisionnement en gaz? Comment renforcer, selon vous, la résilience du marché du gaz de l'Union européenne? Est-ce que, par exemple, la Belgique va signer rapidement des accords de solidarité bilatéraux? Et si oui, avec quel pays? Vous avez évoqué l'hiver prochain. Est-ce qu'on a une vue précise de l'état des stocks avant l'hiver prochain? Et puis, heureusement, on a un accord intra-belge sur la poursuite du nucléaire et on compte bien entendu sur vous, malgré ce que je peux entendre à gauche et à droite, on compte sur vous pour le mener à bien. Quelles sont, Monsieur le Premier ministre, les mesures à prendre pour optimiser le fonctionnement du marché européen de l'électricité afin qu'il soit mieux à même de résister à la volatilité future des prix et pleinement adapté à un système énergétique décarboné, ce qui est en effet extrêmement important. Concernant l'Ukraine, la guerre en Ukraine pourrait, on l'évoque avec plusieurs collègues et vous l'avez évoqué également, très prochainement entraîner des conséquences à l'échelle mondiale, avec la mise en péril de différentes chaînes d'approvisionnement, notamment celle du blé, dont l'Ukraine est un contributeur majeur. La FAO elle-même estime que 13 millions de personnes pourraient basculer dans la famine. Alors l'Union européenne a annoncé le 24 mars dernier la mise en place du programme FARM, qui est un programme à vocation temporaire, comme l'est le programme COVAX, par exemple, afin d'agir de manière préventive et solidaire sur cette problématique. Mais il semblerait que nous rencontrions des difficultés à atteler nos différents partenaires internationaux à cette dynamique du programme FARM. Par exemple, des acteurs comme consommateurs comme l'Argentine ou plus récemment l'Inde ont d'ores et déjà instauré des embargos ou d'autres restrictions de marché. Comment les 27 comptent-ils mener une action de front commun afin d'assurer mondialement la sécurité alimentaire et rallier bien sûr la communauté internationale et les pays que j'ai cités à leur initiative. Alors l'Union reste déterminée à aider le gouvernement ukrainien à faire face à ses besoins immédiats en liquidité, vous l'avez évoqué. Ma question c'est comment, vous parliez de cette aide dont on parle beaucoup, macro-financière de 9 milliards d'euros, le fonds de provisionnement commun est-il suffisamment solide sur le plan juridique dans cette perspective-là? En ce qui concerne le soutien à la reconstruction de l'Ukraine, vous avez bien évoqué l'aspect matériel, mais aussi l'aspect immatériel qui deviendra intangible dans un second temps. Est-ce que vous êtes favorable à la mise en place d'une plateforme de reconstruction de l'Ukraine et sur quelle base juridique doit-on mettre cette plateforme en action? Est-ce que c'est une facilité européenne? Alors j'ai entendu votre prudence concernant la confiscation des avoirs russes qui doit se faire, et vous avez raison, sur une base légale bien entendu. Est-ce que nous avons, Monsieur le Premier ministre, un mécanisme en Belgique pour utiliser les avoirs russes gelés afin de soutenir la fameuse reconstruction de l'Ukraine? À propos de la sécurité alimentaire, la mer Noire est-elle suffisamment sûre pour faire transiter des exportations agricoles de l'Ukraine vers l'Union européenne, ou faut-il passer par différentes voies terrestres, notamment pour atteindre la mer Baltique? Et puis, concernant le troisième point, la défense, alors
À notre estime, il y a 3 objectifs à court terme. 1, réapprovisionner les stocks d'armes et d'équipements militaires de l'Ukraine, remplacer les systèmes de défense hérités de l'ère soviétique et qui sont toujours en usage dans bon nombre de pays est-européens, et puis renforcer la défense aérienne et antimissile. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous expliquer comment ces objectifs-là, à court terme, vont être atteints et quels y sont les intérêts pour notre pays? Une task force va être mise en place. Vous avez évoqué des achats conjoints qui seraient en effet très pragmatiques comme méthode, dotés de 500 millions d'euros sur les 2 prochaines années. Ces achats conjoints bénéficieront-ils d'une exemption totale de TVA? Pouvez-vous nous préciser comment cela va être financé? Ces objectifs passent par une évolution de notre industrie de la défense, il y a été fait allusion. Cette industrie serait regroupée en plusieurs pôles plus importants, plus gros, et donc plus forts par rapport aux États. Mais pour cela, il faudrait modifier le droit à la concurrence pour favoriser la construction de ces groupes européens. Comment soutiendra-t-on nos entreprises de défense? Je rappelle quand même qu'en Belgique, c'est plus de 15 000 emplois directs en la matière pour qu'elles participent elles-mêmes à ce mécano industriel et qu'elles reçoivent des commandes à la suite de ces investissements européens. Et puis maintenant, concernant les objectifs à plus long terme, là, on évoquait les objectifs à court terme. À plus long terme, il y a les eurodrones, les chars et systèmes anti-chars, les frégates de nouvelle génération, les sous-marins, mais aussi en termes informatiques, le cryptage quantique des connexions satellites ou les systèmes d'alerte précoce aux missiles hypersoniques. Est-ce que vous êtes favorable, Monsieur le Premier ministre, au renforcement du Fonds européen de la défense créé il y a 5 ans et doté de près de 8 milliards d'euros sur la période 21-27 pour soutenir la recherche et le développement en matière de capacité de défense lors de l'examen à mi-parcours du budget à long terme de l'Union? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Monsieur De Macht. En voor volgen het woord, mevrouw Brouwers heeft het woord. Nee, niks? Nee. Oké, alors, voor volgen meneer De Waal voor... Merci, Monsieur le Président. Dank u wel, voorzitter, premier. Kort een paar aandachtspunten, premier, van datgene wat u hebt overlopen wat ons betreft. Ik zou willen beginnen met de energie en het bezoek dat u vorige week hebt gebracht aan die top, de Noordzee, zou ik bijna zeggen, als wapen tegen Rusland. We waren wel best trots met datgene wat België daar samen met Denemarken, Duitsland en Nederland kon naar voren brengen. Toch ook los van de energiedoelstelling toch even wijzen op het belangrijke economische impact voor ons land, want onze Belgische bedrijven die staan er en die zijn wereldvermaard en diegenen die daaraan participeren zijn voorlopers. Maar wat de verdere ambities daar betreft had ik willen vragen, wat denkt u dat Frankrijk zal doen in dit geheel? U weet dat we daar nog een contentieux hebben wat de windmolenparken betreft. Er loopt een klacht bij de Europese Commissie. Zou dit dossier geen goede gelegenheid zijn om daar proberen van Frankrijk te bewegen om deel uit te maken van dit project en kan dan op dat ogenblik niet dat contentieux mee worden geregeld? Ik zou ook willen vragen welke andere ambities ons land nog heeft in het kader van het EU-plan dat voorligt. En dan ook of wij nog andere initiatieven zullen toevoegen aan dat desbetreffende hoofdstuk van het Belgische herstel- en veerkrachtplan. Toch even zeggen dat de windenergiesector, maar dat is zuiver de werkstelling, vandaag al goed is voor zo'n 14.000 jobs. En daar komen dus naar de verwachtingen in 2030 nog eens 10.000 jobs bij. 2, wat Oekraïne betreft. De commissie, we kennen de ambitie om de invoer van Russische olie tegen het einde van dit jaar geleidelijk aan stop te zetten. En opnieuw komen we Hongarije tegen. Het is bijna een constante in deze commissie. Quid Hongarije, ook in andere dossiers. Ik moet zeggen, toch bepaald hardleers. Hoe ver gaat Hongarije het hier drijven? U hebt geen kristallenbol, maar kunnen geen andere juridische instrumenten worden ingeschakeld voor het geval men zou pleiten met zijn veto-recht? Kunnen geen andere initiatieven worden ingezet? Ik denk bijvoorbeeld aan een invoertarief op EU-niveau op Russische olie. De Europese Unie kan dat doen. Op juridisch vlak. Het gaat eigenlijk in tegen de WTO-regels, maar voor zoiets kan gebruik gemaakt worden, denk ik, van de uitzondering. Een uitzondering die voorzien is voor de nationale veiligheid. En we zouden dan inkomsten uit zo'n tarief kunnen bestemmen. Dat zou in een fonds kunnen terechtkomen op EU-niveau. Dat zou kunnen worden gebruikt om de hardst getroffen
regio's te ondersteunen, hard getroffen regio's op het vlak van de ambitie om de energieafhankelijkheid van Rusland af te bouwen. Natuurlijk bestaat er gevaar in, ik ben me daarvan bewust, dat men op die manier het Russische paard van Troje in de Unie op een zekere manier eigenlijk importeert. Maar ik had daar toch graag uw mening over gehoord voor het geval dat Hongarije in zijn verzet zou volharden. Kort even ook ingaan op de conferentie over de toekomst van Europa. Ons land heeft de deur opengehouden met een aantal andere landen voor een Europese verdragswijziging. Andere landen, 13 andere lidstaten, hebben eigenlijk meteen na het afronden van die conferentie de deur voor verdragswijzigingen eigenlijk dichtgegooid. Dus ik ben een grote voorstander om de werking van de Unie verder te verbeteren, ook als dat verdragswijzigingen impliceert. Ik zou zeggen, ik zeg ja aan die ambitie die ons land daar deelt. Never waste a good crisis. We moeten van die unanimiteitsregel vroeg of laat afgeraken, want anders gaat de EU nooit kunnen gestaag blijven vooruitgaan. Laatste zaak, defensie. U kent de steun van onze fractie voor wat uw ambitie aangaat in verband met de 2% halen in 2035. Wat u denkt te doen is niet nieuw. Ik verwijs naar datgene wat premier Di Rupo ook destijds gedaan heeft in Wales, veronderstel ik dat het was. Maar 2%, ik heb in het debat dat we hier hebben gehad in de maand maart, heb ik dat toen al benadrukt. Het is meer, en in die zin zou ik onderschrijven wat ook collega Flao heeft gezegd, het is meer dan 2% meer. Dat is een budgettaire ambitie, maar de vraag is ook hoe bestemmen we dat? Moet er niet meer integratie zijn op het vlak van die defensieuitgaven? U weet dat als we alles bij elkaar tellen, dat de Europese Unie globaal behoorlijk veel uitgeeft aan defensie, maar niet altijd goed overlegd, niet altijd goed geïntegreerd. De technologieën zijn ook niet geïntegreerd. En vandaar dat ik daar ook zou willen peilen naar uw visie ter zake. Als wij u steunen in die 2%, dan denk ik dat we in de maanden, de jaren die voor ons liggen, gebruik moeten maken om te komen tot een werkelijke Europese defensie-unie. En dat is meer dan de verhoging van de begroting alleen. Dat laatste, laat er geen misverstand over bestaan, is noodzakelijk om onze NATO-engagementen na te komen. Tot daar mijn vragen of opmerkingen, meneer de voorzitter. Ik dank u, meneer De Waal. Et pour finir, monsieur Dallemagne a la parole, je vous en prie. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Premier ministre, pour ce briefing sur le prochain sommet européen. Rapidement, sur les points que vous avez évoqués. D'abord, sur la reconstruction, je vous suis évidemment sur l'idée qu'elle doit être à la fois matérielle et immatérielle. Il y a aujourd'hui un plan de reconstruction de l'Ukraine qui est sur la table et où chacun des États membres vient avec une proposition de se concentrer sur un endroit, sur une région. Où en est la mise en place de ce plan et notamment quelle sera la part de la Belgique dans ce plan? Est-ce que la Belgique a déjà défini une zone d'intervention? Il y a eu notamment des demandes de certaines autorités ukrainiennes de pouvoir, pourquoi pas, travailler dans le Donbass. Alors pour l'instant c'est évidemment compliqué, mais c'est une zone où la Belgique avait énormément de patrimoine et de présence dans le passé. Il y a aussi une demande qui vient pour la reconstruction de Kharkiv, puisque notre groupe d'amitié a notamment des liens avec la représentante de cette région-là. Mais donc voilà, ma question est celle-là, elle est très simple. Où en est ce plan de reconstruction et où en est la part de la Belgique et la proposition de la Belgique dans le cadre de ce plan? Par ailleurs, vous avez indiqué que vous étiez réticent à l'idée de la confiscation de biens, de moyens financiers pour financer ce plan. Pourtant, je trouve que ça répondrait en partie à la remarque effectivement de mon collègue monsieur Flao, de ne pas aller chercher dans la poche de Jacques pour financer Pierre, mais c'est vrai qu'il faut une base légale et c'est vrai qu'il faudrait peut-être voir quels seraient les types de biens qui pourraient être confisqués. Moi, je dois avouer que je n'ai pas beaucoup d'état d'âme à confisquer les biens de certains oligarques à la fortune colossale et scandaleuse, et je vois que l'hypercapitalisme russe n'a pas grand-chose à envier à l'hypercapitalisme américain, mais donc il faudrait peut-être préciser, quand vous dites que vous avez certaines prudences et précautions et qu'il faudrait une base légale, quel serait pour vous le chemin à suivre? Deuxièmement, en matière d'énergie, vous avez souhaité qu'on agisse de manière réfléchie et organisée et faire attention évidemment à l'impact pour les consommateurs, et on comprend bien votre
votre inquiétude de ce point de vue-là. Je pense qu'il faut, cela dit, être volontariste. Moi, je vois que la Russie, elle, ne se gêne pas pour couper le robinet quand elle l'entend. Je trouve que c'est un tout petit peu... on a parfois l'impression que c'est l'inverse qui devrait se passer et qu'il y a de notre côté peut-être un manque de volontarisme encore par rapport à l'interruption de certaines livraisons russes. Et donc, j'aimerais entendre de votre part le fait qu'il y a aussi cette volonté vraiment très importante d'arrêter d'être, et je suis désolé du terme, une forme de complice dans le financement, parce que c'est cela, en fait, dans le financement de l'effort de guerre de Poutine. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement choquant aujourd'hui et qu'il faudrait essayer d'arrêter le plus vite possible. Et je comprends bien les difficultés que cela pose, mais ça me paraît vraiment très, très important. Par rapport également à la défense européenne, non, pardon, pas toujours par rapport à l'énergie, il y a toute la question des surprofits. Et effectivement, comment est-ce qu'on peut mieux régler ça au niveau européen, puisqu'effectivement, c'est compliqué de régler ça État membre par État membre. Est-ce qu'il y a là une avancée qui est attendue du sommet européen pour essayer de faire en sorte que ces surprofits cessent ou qu'ils soient reversés, effectivement, notamment, pourquoi pas, pour financer le prix des carburants et de l'énergie en général. Ça me paraît extrêmement important qu'on puisse avancer au niveau européen sur cette question-là. Par rapport à la défense européenne, je suis un hyper volontariste en matière de défense européenne. Je n'entends pas beaucoup la Belgique, je dois vous l'avouer, sur cette question-là, sur la défense européenne. Je pense que ce serait bien d'avoir peut-être des... Voilà, moi, en tout cas, pour être... Non, et je suis de près les travaux, et j'y viens depuis des années. Et donc, j'aimerais bien que la Belgique vienne avec un scénario, justement, de défense européenne, viennent avec peut-être un calendrier de défense européenne. Je pense que ce serait extrêmement utile et intéressant de voir que la Belgique prend ce sujet-là à cœur, parce que c'est effectivement un sujet extrêmement important. Et alors j'aimerais bien aussi que vous puissiez clarifier, lorsque je vous avais interrogé en plénière la semaine dernière, vous aviez rappelé que l'accord de gouvernement prévoyait que la Belgique atteindrait la moyenne des pays OTAN hors puissance nucléaire. Est-ce que vous avez une idée précise en 2022-2023 de ce que cela représente, puisque je ne pense pas qu'on soit à 2% tout à fait, on est peut-être un petit peu en dessous, j'en sais rien. J'ai essayé d'obtenir cette information, mais vous qui avez ça comme objectif de gouvernement, qu'est-ce que ça représente en fait comme effort supplémentaire par rapport au plan STAR, le fait d'être à la moyenne des pays OTAN hors puissance nucléaire pour 2022-2023? Ce serait intéressant parce que du coup on saurait de quoi on parle. Par ailleurs, par rapport à cette défense européenne, moi je m'inquiète de voir que certains projets d'intégration de capacités européennes pourraient échapper à la Belgique. Je pense au SCAF, je pense au Tempest. Est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi de faire en sorte qu'il y ait plus de contributeurs à ce type de programme et pour pouvoir effectivement ne pas dépendre de la nouvelle génération d'avions de chasse américains qui se profile après le F-35? Je m'inquiète de cela et je dois vous dire que je m'inquiète aussi de ce que je lis dans la presse sur le plan STAR et sur certains équipements qui continueront à être américains, notamment des missiles Stinger, des missiles Patriot. Ça ne me paraît pas être ce que défend le gouvernement et ce que je défends également en matière d'équipements militaires et de retour industriel pour l'Europe et pour la Belgique. Et puis, alors, sur la question de pénurie alimentaire, je pense que mes collègues ont posé l'essentiel des questions. Je considère à titre personnel, je ne sais pas comment vous qualifiez ça, mais le fait de bloquer 22 millions de tonnes de blé en Ukraine, comme le fait la Russie, ça me paraît, moi, être un crime contre l'humanité quand on voit effectivement les conséquences que cela va avoir pour l'alimentation de millions et de centaines de millions d'êtres humains. Et je pense que ça devrait effectivement faire partie des crimes qui devraient être poursuivis dans le cadre de cette guerre, parce que cela me paraît tout à fait choquant de voir que la Russie prend la responsabilité de laisser pourrir 22 millions de tonnes de blé quand tant d'êtres humains aujourd'hui risquent de mourir de faim. Enfin, dernière question, et c'est un petit peu en complément de ce que vous avez exposé, je suis surpris de ne pas vous entendre sur la position de l'Union européenne sur une stratégie générale à l'égard de l'Ukraine. Où est-ce qu'on en est? Et j'entends plus que des nuances entre un Macron qui dit il ne faut pas humilier la Russie, donc cela veut dire il faut lui donner des gages, et par ailleurs beaucoup de pays en Europe centrale qui disent que ce serait scandaleux de donner des gages à un pays qui a envahi l'Ukraine, qui a déstabilisé profondément l'ordre mondial, qui a
fait s'effondrer, pour reprendre les termes de la première ministre de Lituanie, tout l'ordre tel qu'on l'avait connu et qui est coupable de crimes de guerre. Donc, où en est la position de la Belgique là-dedans et surtout, est-ce qu'on va essayer d'avoir une vision commune de quels seraient les objectifs aujourd'hui en termes militaires qui sont attendus en Ukraine? Je pense que c'est important qu'on ne se divise pas là-dessus et qu'on continue à effectivement faire valoir le droit et faire valoir l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ça me paraît important. Et dernière petite question, j'ai déjà eu l'occasion de vous interroger là-dessus. On sait à quel point pour l'Ukraine aujourd'hui le statut de candidat à l'adhésion est important. C'est un débat qui est très important aujourd'hui en Europe. On le voit partout. Vous avez eu l'occasion de me donner votre sentiment et je ne partage pas ce sentiment, mais j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on va atterrir avec cette question-là. Je pense qu'il ne faut pas opposer la communauté politique européenne au statut de candidat à l'adhésion. Ce sont deux sujets qui sont complémentaires et je crois que c'est vraiment important de les faire aboutir tous les deux et pas les opposer les uns aux autres. Ça me paraît très important et j'imagine que ça va être quand même abordé. Alors, je sais que ce n'est pas le sujet maintenant, mais je serais surpris que cette question, qui est très chaude pour l'instant, ne soit pas débattue au moment du sommet de l'Union européenne. Je vous remercie. Merci, Monsieur Dallemange. Je propose au Premier ministre de répondre à vos différentes questions. Ja, dank u wel. Je pense plusieurs sujets. Peut-être d'abord par rapport commençons sur le sujet des renouvelables. Je pense qu'en effet, ce qu'a montré l'initiative qui a été prise par le Danemark, est que le potentiel, si on fait des choses ensemble, est un potentiel qui est beaucoup plus élevé que si on le fait chacun de notre côté. Je pense que ce que nous, on peut faire dans la mer du Nord, je pense que c'est tout à fait logique. Je pense que M. De Waal a évoqué qu'on intègre la France dans cette initiative. La France a fait énormément d'annonces par rapport à leur capacité d'éoliennes dans la mer du Nord. Pour l'instant, ils n'en ont aucune pour un pays qui clairement a quand même un certain potentiel. En ik denk dat ons land daar een interessante positie heeft om proberen de pivot te zijn tussen de Noorse landen en Frankrijk en misschien ook wel nog andere landen. Monsieur Flao, la crainte que vous avez par rapport au fait que les moyens pourraient se déplacer de l'Afrique vers les pays de l'Est, on partage cette crainte en fait. Et en effet, c'est un élément que la Belgique veillera clairement pour éviter que ça se passe. C'est clair qu'il y a beaucoup de demandes du côté de l'Ukraine et son voisinage, mais ça ne veut pas dire que les demandes sur le continent africain ne seraient plus là. Probablement, elles seront d'ailleurs encore plus importantes qu'elles l'étaient il y a quelques années. Ten opzichte van de discussie over 2% defensie. Kijk, je kan, zoals ik in het parlement gezegd heb, je kan moeilijk zeggen, we willen gebruik maken van die NATO-paraplu. Zeggen dat onze defensie iets is wat we collectief doen, waar onze eenheid belangrijk is. En dan te zeggen, maar je moet niet op ons rekenen om ons deel van het werk te doen. Ik denk dat dat zeer moeilijk is en ik denk dat dat voor een land die de hoofdzetel heeft en de politieke hoofdzetel en de operationele hoofdzetel van de NAVO, ik denk dat dat moeilijk is. Maar ik deel wel de bezorgdheid van velen die hier zeggen, ja, maar op welke manier? Inderdaad, voor mij is de manier waarop eigenlijk belangrijker dan de hoeveelheid. En daar ben ik steeds zeer duidelijk over geweest, over wat dat wil zeggen. De manier waarop wil zeggen minder gefragmenteerd. En ik denk dat dat echt de prioriteit is. En ook, sommigen hebben vragen gesteld over ja, maar Europese defensie, wat wil dat juist zeggen en hoe moeilijk is dat om dat te verwezenlijken? Ik denk inderdaad dat dat geen evidentie is, maar op zijn minst ons aankoopbeleid, ons industrieel ontwikkelingsbeleid, onze oefeningen, dat maximaal op elkaar afstemmen. Als je een analyse doet van welke zijn onze capaciteiten, daar gemeenschappelijk gaan kijken, ja, welke zijn de capaciteiten die we missen, en daar een goede rolverdeling doen, dan lijkt me een evidentie om dat te doen. En ons land heeft daar een zeer belangrijke rol in te spelen, want wij doen dat al. Met onze luchtmacht doen we dat met Nederlands, voor onze marine doen we dat eigenlijk zeer vergaand, door een gezamenlijke ontwikkeling van bijvoorbeeld de fregatten. Mais on le fait aussi avec la France dans d'autres sujets. Dus opnieuw, de manier waarop, veel belangrijker dan de input. Maar laat ons duidelijk zijn, als er afspraken gemaakt zijn
over het feit dat iedereen zijn deel moet doen, ja, dan denk ik dat we ons daar moeten aan houden. Maar waarom is de redenering die ik voorstel er één waar we dat spreiden in de tijd? Omdat ik denk dat als we dat hals over kop op zeer korte termijn zullen doen, dat die doelstellingen die ik aangehaald heb op het gebied van fragmentatie, industriële return en maatschappelijke return, dan gaan we dat niet halen. En dan denk ik dat we dat op een niet doordachte manier aan het doen zijn. De vraag over de rol van de EU in de diplomatie. Ik ben het met u eens. Een oplossing zal er niet komen op het slagveld. Een oplossing zal er komen rond de tafel. Dat is steeds het geval. Vandaar dat ik, als ik gesproken heb over de wederopbouw van Oekraïne, steeds de nadruk gelegd heb op een bredere dimensie natuurlijk. Het gaat over meer dan enkel puur de fysieke wederopbouw. Het gaat ook over de immateriële wederopbouw. En bon, het is een discussie die we vandaag hebben, die we moeten voorbereiden. Maar als je kijkt naar de situatie vandaag... Vandaag het is moeilijk om te onderhandelen als ondertussen uw bevolking oorlogsmisdaden moet ondergaan. Het is moeilijk te onderhandelen als men ondertussen zeer zware bombardementen aan het doorvoeren is. En ik moet zeggen dat ik vandaag zeer weinig ruimte zie voor een diplomatieke oplossing. En dat is bijzonder jammer, maar de feiten zijn wat ze zijn. De diplomatie werkt natuurlijk alleen maar als er een bereidheid is om van beide kanten te spreken. En de Europese Unie kan daar natuurlijk een rol in spelen. Ik kijk even verder naar andere onderwerpen die u aanhaalde met betrekking tot energie. Bon, ik denk dat er op korte termijn geen silver bullet is. Zoals men dat zegt, er is geen magische oplossing om de energieprijzen naar beneden te krijgen. Ik wil wel benadrukken dat vandaag de stijging van de energieprijzen niet rechtstreeks het gevolg is van sancties. Er zijn vandaag geen Europese sancties op het gebied van energie, behalve op het gebied van steenkool, afkomstig uit de Donbassregio. Maar anders, vandaag zijn er geen maatregelen die de energiemarkten raken. De stijging van de energieprijzen heeft te maken met de onzekerheid die er heerst en heeft te maken met het gedrag van Rusland als bevoorrading. Maar dus gaan zeggen, het is de fout van onze maatregelen dat de energieprijzen hoog zijn. Nee, dat is niet juist. Maar u heeft dat ook niet gezegd. Ik wil heel duidelijk zijn, u heeft dat niet gezegd, maar ik denk wel dat het belangrijk is om dat te bevestigen. Want soms zegt men, ja, je oogst wat je zaait. Nee, dat is denk ik niet het geval. Ik denk dat het belangrijk is dat we dat inderdaad op een doordachte manier doen, dat die afschakeling van onze afhankelijkheid van Rusland, dat we dat stap voor stap doen en ervoor zorgen dat we natuurlijk ons daar voldoende op voorbereiden op de juiste alternatieven te hebben. Ik denk dat het uiteindelijk gaat over 3 elementen. We moeten dat in solidariteit doen. Alle landen samen. Het kan niet zijn dat er bepaalde landen zijn die zwaar in de problemen zouden blijven. Ik denk dat systemen van gemeenschappelijk aankopen en price cap, dat er een deel van de mix moet zijn. En we moeten ons natuurlijk maximaal diversifiëren. Diversifiëren ten opzichte van de fossiele brandstoffen, ook diversifiëren ten opzichte van bijvoorbeeld hernieuwbare energie. Monsieur de Maert, alors, par rapport à l'état des stocks, pour l'instant, on est donc dans une période où on est en train d'accumuler des stocks. L'objectif, c'est que pour octobre, on serait à 90% du niveau de stock. Solidarité, oui, on plaide pour le faire au maximum avec des achats groupés sur une plateforme européenne, parce que je pense que sinon les pays vont se battre entre eux pour augmenter les prix. Il ne faut pas sous-estimer que, par exemple, le gaz acheté à travers les pipelines, l'Europe représente 70% du marché, donc d'un point de vue des acheteurs. À un moment comme celui-ci, utiliser notre pouvoir d'achat groupé, je pense que c'est logique de le faire et ça devrait nous aider à mieux protéger nos citoyens. Optimiser le marché d'énergie, voilà, je pense j'en ai parlé un peu dans mon introduction, donc d'un côté européaniser et puis d'un autre côté quand même faire une évaluation de notre système européen de modèle de marché qui aujourd'hui
ne récompense pas le fait qu'on investit dans du renouvelable, parce qu'en fait, le prix est fixé à un autre niveau, et donc ça n'aide pas notre population. Met betrekking tot voedselbevoorrading, zoals ik aangegeven had, ik denk intern een aantal elementen te maken met strategische stocks, waar we meer kunnen doen. En een aantal zaken om marktmanipulatie te kunnen tegengaan. Extern duidelijk een focus op Afrika. We moeten ervoor zorgen dat het humanitaire probleem dat dreigt te ontstaan uiteindelijk ook geen veiligheidsprobleem zou worden. We moeten niet wachten tot de zaken uit de hand loopt, om dan te zeggen, oei, we hebben nu opeens ook een veiligheidsprobleem. We weten zeer goed dat voedselbevoorrading tot enorme instabiliteit kan zorgen binnen een bevolking. Dus vandaar dat we pleiten voor humanitaire corridors, dat we kijken hoe we in Oekraïne het graan kunnen vrijgeven en hoe we natuurlijk blijven investeren om lokale productie in Afrika te kunnen steunen. Meneer De Waal, ik kom nog terug op uw conference over de Future of Europe. Kijk, ik denk dat we moeten opletten. Ik denk langs de ene kant, dit is een crisis en op het moment van crisis moet je stappen vooruit zetten. Anderzijds moeten we ook vermijden dat we als Europese Unie ons verdwalen in jarenlange institutionele interne discussie. De wereld gaat niet wachten op ons. Binnen de bestaande verdragen kan er eigenlijk zeer veel. En heel veel van de zaken die uit die conferentie gekomen zijn zaken die we eigenlijk perfect binnen de bestaande verdragen kunnen doen. Dus ik heb soms de indruk dat men de zaken omkeert. Een grote discussie over is er een verdragswijziging nodig. Maar laten we eerst eens kijken wat we gaan doen. En dan zullen we zien welk het middel is dat we ervoor gebruiken. Maar in ieder geval, het punt dat u aanhaalde over meerderheidsstemming of een vorm van meerderheidsstemming met betrekking tot buitenlands beleid. Ons land is er altijd voorstander geweest. Ik zelf heb er ook altijd voor gepleit. Je sais que quelqu'un d'autre a posé cette question aussi. Monsieur d'Allemagne, dans la reconstruction de l'Ukraine, en effet, comme vous l'indiquez, la Belgique a un certain passé dans certaines régions d'Ukraine, ça c'est clair. Je crains que pour l'instant, on est très loin de cela. On est très loin de ce genre de discussion sur division of labor, si on pouvait l'appeler comme ça. Je pense que c'est bien qu'on discute maintenant de la reconstruction de l'Ukraine dans toutes ces facettes. Mais voilà, pour l'instant, on est encore dans malheureusement, pas la période de reconstruction, on est encore dans la période de destruction de l'Ukraine, malheureusement. Donc c'est bien qu'on le fasse maintenant, mais on n'est pas du tout encore à ce niveau de discussion. Par rapport à une défense européenne, je pense que j'ai déjà donné un peu maintenant dans les réponses un scénario. Je pense qu'il faut d'abord le faire sur les politiques d'achat, puisqu'on serait maintenant dans une période où beaucoup d'investissements vont se faire. Honnêtement, pour moi, c'est presque une condition d'avoir une approche commune, une stratégie industrielle et de société commune, avant qu'on commence tous à faire des dépenses énormes. Il y a des choses à faire dans le côté opérationnel. Ça, on l'a fait. Le milliard qu'on a décidé récemment, c'était des pièces de rechange, de l'armement, etc., pour pouvoir avoir une défense opérationnelle dans les mois qui viennent. La perspective à plus long terme, c'est pour ça aussi qu'on plaide à avoir une approche qui est vraiment phasée. Là, voilà, il faut vraiment bien étudier la chose avant de se lancer là-dedans. Par rapport à la discussion de devenir membre, etc., par rapport à l'Union européenne, je pense que je me suis exprimé plusieurs fois à ce sujet. Nous avons un processus d'adhésion. C'est un processus qui est établi, qui est parfois long, ça c'est correct, mais c'est pour une bonne raison. C'est parce que l'acquis communautaire, il est vaste. Et voilà, si d'autres pays rejoignent l'Union européenne, il faut qu'ils et nous soient prêts à le faire. Mais je pense aussi que nous, on doit montrer notre engagement par rapport à certains pays qui sont depuis longtemps dans le processus et qui sont finalement plus très loin de ce point. Vous savez que je parle naturellement des pays du Balkan de l'Ouest ou certains pays du Balkan de l'Ouest. Mais d'un autre côté, il y a plein de choses qu'on peut faire de plus avec des pays qui nous regardent pour l'instant et qui regardent l'Europe comme un endroit où il y a la stabilité, etc. Mais ça peut se faire sans forcément
devoir être dans ce processus d'adhésion ou au début d'un processus d'adhésion. Pour moi, ce processus, il est là. Il n'y a pas de shortcut dans ce processus-là. Vraiment, s'il y a des pays qui sont prêts ou qui trouvent une manière de rapidement s'intégrer, de rapidement être au niveau qui est requis, oui, naturellement, on est dans une autre discussion, mais on sait que c'est un processus qui dure 10-15 ans, facilement. Et ça a été le cas dans le passé. Je pense que, comme ça, j'ai répondu aux questions. J'essaie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Y a-t-il des souhaits de réplique? Monsieur Flao. Théoriquement, c'est en partie. Donc. Merci, Monsieur le Premier ministre. Pour ce qui concerne le renouvelable, il faut espérer que la France s'en inspirera, parce qu'ils ont quand même une plus grande surface à l'égard de la mer que nous. Enfin, les petits donnent quelquefois l'exemple aux grands, et ce serait bien ainsi. En ce qui concerne le déplacement des moyens, je crois que la crainte est effectivement partagée, et si l'Union européenne, au cours d'un sommet, pouvait donner un signal à l'égard de l'Afrique, ce serait pas mal du tout, parce qu'il y a une inquiétude qui va grandissant, et là aussi, si vous pouvez être porteur de ce message, ce serait bénéfique pour tout le monde. En ce qui concerne les 2%, effectivement, pas de précipitation. Non, je ne crois pas, on fait notre job, quelque part. On n'a jamais été pris en défaut de solidarité dans toutes les actions de l'OTAN, et ça depuis des dizaines d'années. On fait preuve d'une solidarité sans limite, y compris notamment dans les dispositions d'accueil des institutions de l'OTAN dans notre pays, qui apparaissent toujours comme un avantage, mais qui sont aussi une charge importante. L'autre élément, c'est comment, en matière de défense, travailler. Je crois qu'il faut travailler par étapes. Quand on fait des choses en commun, en général, on le fait en forme de cercle concentrique. Et nous avons une stratégie qui a été suivie, vous l'avez dit, avec les Pays-Bas. On avait commencé avec la France pour la formation de nos pilotes, mais un gouvernement précédent a abandonné cette formation conjointe avec la France pour envoyer nos pilotes en formation aux États-Unis dans la perspective de ce marché qui a été conclu pour le F-35. Et il faut être aussi prudent dans des volontés qui sont quelquefois exprimées de remplacer du matériel existant qui ont vocation européenne par des matériels américains. Je pense par exemple à tous les prétextes que l'on trouve pour remplacer les NH-90 terrestres par des hélicoptères qui pourraient être des Chinook américains. C'est ça aussi la réalité au quotidien, et il faudra sans doute suivre de près les états-majors. En ce qui concerne votre déclaration, je crois qu'effectivement la solution ne viendra pas du champ de bataille. La diplomatie doit reprendre place, et il ne faut pas laisser les protagonistes seuls, il faut les entourer, mais pas uniquement des États-Unis. Je crois que l'Europe a aussi un rôle à jouer, aussi que la communauté internationale dans son ensemble, parce qu'on peut quand même s'interroger sur la stratégie américaine. La visite de M. Biden au Japon est sans doute prolongée aussi par la livraison d'armes à l'Ukraine par le Japon, ce qui est naturellement le grand OTAN. L'autre élément, attention à notre population. Et il est regrettable que ce sommet informel n'aborde pas à nouveau le problème de la migration, parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement un grave problème à nos frontières de l'Europe, et il y a une tension qui existe entre les groupes de réfugiés. Et alors, je crois qu'il y a une grande leçon, mais ça, vous l'avez sans doute comprise et vous les mettez en œuvre tous les jours. Ce n'est pas des fleurs que je lance, mais je crois qu'il ne faut pas avoir de l'action sous l'émotion ou sous le coup des médias. Il faut prendre suffisamment de recul et agir avec prudence, pragmatisme, en restant objectif. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur Flao. La parole est à Monsieur Kreilman. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel, meneer de premier, voor uw antwoord. Ik heb snel proberen te noteren wat u allemaal geantwoord heeft op mijn vragen. Een van de dingen die mij opviel was, u zei, we zijn het allemaal eens over het principe van de 2%. Ik denk dat daar geen discussie rond is. Alleen we zijn het niet altijd eens natuurlijk over de weg waarop we daar naartoe gaan. Opmerkelijk vond ik wel in uw antwoord dat u een bepaald ogenblik zei, de manier waarop is belangrijker dan de hoeveelheid. En dan vraagt de slechte mens in mij zich natuurlijk af in hoeverre u daar een slag om de arm houdt om de 2% toch nog wat bij te schaven. Maar ik zie u nee knikken, dus ik ga u op dat vlak eraan houden. Dan zei u op een bepaald ogenblik, in verband met de Oekraïne,
En de rol van de diplomatie, daarom misschien moeten we Sun Tzu daar wel eens over citeren. Bouw voor uw vijand een gouden brug om over terug te trekken. En ik denk eerlijk gezegd dat dat de rol is die ons land en bij uitbreiding de Europese Unie moet spelen. Dat ze de beide partijen moeten overtuigen om voor elkaar de gouden brug te bouwen, waarover ze kunnen terugtrekken om uiteindelijk tot een oplossing te komen. Ik ga er volledig mee akkoord met wat u zegt. Er is op dit ogenblik weinig ruimte, maar de invalshoek die ik u gaf op basis van de Chinese militaire strategist, dat lijkt me wel een te bewandelen weg. Wat de energie betreft, ik weet dat dat niet zo eenvoudig is als dat ik hier stel natuurlijk. Ik zie u lachen, maar dat klopt wel. Wat energie betreft, zegt u van kijk, wij hebben op dit ogenblik nog geen sancties genomen. En dus kan u niet stellen dat de prijzen op dit ogenblik dat die een gevolg zijn van eventuele sancties die we als Europese Unie zouden genomen hebben. U corrigeerde zich achteraf door te zeggen dat ik dat niet gezegd had en ik ben blij dat u dat deed. Maar dat kan niet ontkennen natuurlijk. U haalde dat zelf al aan. Die prijsstijgingen komen natuurlijk door de onzekerheid die er op dit vlak op de energiemarkten heerst en op dit moment op de energiemarkten heerst. Maar we kunnen ook niet ontkennen dat de aankondiging van dergelijke maatregelen niet bepaald zekerheid bijcreëert. Dat dat bijkomende onzekerheid creëert zelfs. En dus heeft dat ook zijn impact op die prijzen. Dus zelfs zonder dat we die maatregelen genomen hebben, heeft dat nu eigenlijk onrechtstreeks wel al een impact op die prijzen. Maar ik heb u eigenlijk, meneer de premier, niet horen antwoorden op mijn vraag, behoudens mijn vergissing natuurlijk, welke alternatieven we nu al hebben. Want ik heb daar straks een aantal landen zoals Venezuela, Iran en de Golfstaten opgenoemd. Echte toonbeelden van democratie zou ik dat nu ook niet direct gaan noemen. Op zeer korte termijn gascentrales bouwen. We weten allemaal hoe gevoelig dat binnen uw regering ligt. Dus dat zit er ook niet onmiddellijk aan te komen liever. En windmolenparken, dat neemt toch ook wel een aantal jaren in beslag. Dan wat betreft de voedselzekerheid heb ik toch nog één vraagje dat ik, behoudens mijn vergissing en mijn jongdementie, niet heb horen beantwoorden. Ik had het met u over de hybride oorlogsvoering die Poetin toch via die Oekraïnse graanschuur probeert te voeren richting Midden-Oosten, richting Afrika, waar men afhankelijk is van graanimport. En dat zal, naar alle waarschijnlijkheid, als zich dat voordoet, toch een migratiestroom richting ons continent veroorzaken. Ik had u nog gevraagd van, bereiden we ons daar als Europese Unie op voor en welke rol speelt ons land in die voorbereiding? En daar heb ik, behoudens mijn vergissing, zoals gezegd, ook geen antwoord op gekregen. Dus mocht u die vragen die ik nog openstaan heb eventueel kunnen beantwoorden, dan zijn wij u eeuwig plus 2 dagen dankbaar. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u, monsieur de Maagd. Merci, madame la présidente. Merci, monsieur le Premier ministre, pour vos réponses en matière d'énergie. Je pense avoir obtenu mes réponses. J'aimerais revenir, si vous me le permettez, sur 3 points qui me paraissent importants. D'abord, concernant la mise en place du programme FARM, qui est un programme, je le rappelle, temporaire. Il me semble important, monsieur le Premier ministre, de vraiment faire en sorte que les 27 puissent mener une action de front commun avec d'autres pays plus lointains, qui nous sont moins proches, comme l'Inde, comme l'Argentine, pour éviter en effet des embargos et rallier ces pays finalement à notre souci de solidarité, parce que je rejoins votre point de vue, l'insécurité alimentaire peut mener à l'insécurité tout court, et a fortiori en Europe, proche de l'Afrique. Et donc je pense qu'il sera vraiment fondamental d'essayer de rallier l'ensemble des pays du globe à cette problématique. Alors, deuxième point sur lequel j'aimerais revenir, c'est l'évolution de notre industrie de la défense. Vous n'y avez pas réagi, mais je pense vraiment qu'il sera important dans l'objectif de créer des pôles plus importants en matière de défense pour favoriser la construction de ces groupes européens, de soutenir nos propres entreprises de défense qui rassemble plus de 15 000 emplois chez nous, pour qu'elles participent activement à ce nouveau mécano industriel et qu'elles reçoivent, elles aussi, des commandes en matière d'investissement stratégique. Je pense que ce sera fondamental d'y veiller. Et puis peut-être une question à laquelle je pense, à moins que cela m'a échappé, Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous êtes favorable, et là je parle à plus long terme, au renforcement du Fonds européen de la défense qui avait été créé il y a 5 ans et qui est doté de 8 milliards d'euros sur la période 21-27 Êtes-vous favorable à ce renforcement du Fonds européen à la mi-parcours du budget européen? Je vous remercie pour cette précision. Merci, monsieur de Maagd. Mevrouw Brouwers? Denkt u nee? Meneer de Waal? Nee. Monsieur d'Allemagne?
Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Premier ministre pour vos réponses. Votre temps est compté. On aura la prolongation de cette discussion après le sommet. 2 petits points cependant. Sur la reconstruction, je voudrais vraiment vous envoyer ce message. Détrompez-vous. C'est vraiment le moment de commencer à y réfléchir de manière très concrète. On a fait cette erreur systématiquement. Et j'ai été à Raqqa, j'étais à Mossoul. Et chaque fois, l'Union européenne a attendu d'avoir toute une série d'éléments pour commencer à penser reconstruction. Résultat des courses, l'Iran reconstruit Mossoul et l'Arabie saoudite reconstruit Raqqa. Je pense que si l'Union européenne veut être à l'heure pour la reconstruction, c'est maintenant, très concrètement, que se mettent en place les éléments de la reconstruction. Et d'ailleurs, la plupart des États membres, et je l'ai vu quand j'étais à Kiev, ont déjà choisi la zone dans laquelle ils allaient reconstruire. Donc c'est pour ça que j'insiste sur cet élément-là. C'est qu'en réalité, le plan est déjà bien avancé et que je suis surpris que la Belgique n'ait pas encore officiellement désigné quelle serait la zone ou quels seraient les éléments d'infrastructure ou quels seraient les éléments immatériels, le cas échéant, sur lesquels elle se concentrerait. Et vraiment, je plaide pour que nous puissions avoir cette information le plus rapidement possible et que le gouvernement puisse se mettre d'accord le plus rapidement possible, parce que c'est maintenant, effectivement, qu'il faut commencer à reconstruire, et en tout cas à faire les plans, parce que ça va prendre des années, on le sait, pour la reconstruction. Et la deuxième chose, sur l'adhésion, j'ai bien entendu votre réponse, elle me paraît plus nuancée que celle que j'avais entendue il y a 15 jours. Je m'inscris, je dirais, dans la philosophie générale de ce que vous dites. J'insiste néanmoins sur le fait, et vous le savez très bien, que le fait d'avoir ce statut de candidat à l'adhésion n'indique pas évidemment quand ce pays pourra rentrer dans l'Union européenne, mais c'est politiquement un symbole très fort, et le contraire serait une volte-face de l'Union européenne, puisqu'on a vu en grande pompe Madame Ursula von der Leyen remettre le questionnaire le 8 avril dernier au président Zelensky, et donc je ne vois pas très bien ce qui motiverait aujourd'hui une marche arrière par rapport à cela, mais j'entends bien tous les autres éléments que vous mettez sur la table et qui me paraissent très importants entre-temps et par rapport à d'autres pays pour pouvoir effectivement avancer. Merci, Monsieur d'Allemagne. Ceci clôture, je pense, le débat, sauf si Monsieur le Premier ministre avait quelque chose à ajouter. Je pense alors que nous pouvons probablement vous libérer. Par contre, nous avons quelques points à voir ensemble, chers membres, et nous vous remercions, Monsieur le Premier ministre. Nous vous encourageons pour ces réunions futures. Alors, nous avons un échange de vues prévu sur les conclusions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements dans l'Union européenne. Je pense que vous avez reçu ces conclusions, c'est juste. Le secrétariat vous a adressé ces conclusions. Vous avez été invité à envoyer vos éventuelles observations sur les conclusions de ce groupe. On y parle de la proposition du carton vert, ce n'est pas la première fois, ce qui concerne le droit d'initiative des parlements nationaux au niveau de l'Union. On y parle aussi de l'association des parlements nationaux au processus décisionnel dès la phase pré-législative. Le principe de subsidiarité est évoqué, le contrôle des parlements vis-à-vis du Conseil et enfin le droit de questionnement par écrit. Suite à ces conclusions qui ont été adressées à l'ensemble des membres du groupe de travail, une nouvelle version des conclusions sera établie sur la base des observations reçues en amont d'une réunion nouvelle qui se réunira le 31 mai prochain. Et donc, l'idée, c'était de voir si, ici, au sein du comité d'avis, il y avait des remarques et réflexions suite aux conclusions qui vous ont été adressées. Y a-t-il des remarques, des conclusions ? Monsieur Flao. J'avoue très honnêtement que je n'ai parcouru que le document en diagonale, mais c'est bien comme réflexion, mais j'ai l'impression que la mise en œuvre, elle va poser un problème. Et rien qu'un seul problème chez nous, on fait quoi avec les entités fédérées ? Les parlements des entités fédérées, ils sont où dans ce processus ? Or, comment ? J'avais la même question. Notre pays est un pays où la grosse majorité des budgets se trouve à gérer par les entités fédérées. Il y a donc là une montée en puissance de ces entités. Et ici, le raisonnement, il se fait avec nos entités, nos parlements au niveau fédéral, avec un parlement qui
avec un Parlement, le Sénat pour ne pas le citer, qui déclare quelquefois qu'il faudrait être dissous. Donc, alors je ne crois pas vraiment que la Commission et les instances européennes voient d'un particulièrement bon œil cette espèce d'incursion des parlements fédéraux dans la façon dont le Parlement européen fonctionne. Mais bon, ce n'est pas parce que quelque chose est difficile à atteindre qu'il ne faut pas essayer, mais je suis quand même assez sceptique dans l'état actuel des choses. Mais je n'ai pas lu en profondeur, hein, parce que, voilà. Bon courage. Merci pour votre question, qui reste sans réponse, bien entendu. Notre système est complexe. Si déjà, je pense que la présidence française voudrait arriver à une conclusion, mais je crois que même le groupe de travail a quelques difficultés à tomber d'accord sur les... C'est pourquoi il y a encore une réunion de concertation avant de pouvoir émettre des conclusions définitives. Bien. Monsieur Flau. Les Français n'ont plus beaucoup de temps parce qu'ils vont avoir terminé dans quelques semaines et après des élections qui vont donner un résultat ou de cohabitation ou pas de cohabitation ou de chaos, on verra ce que c'est. Mais je vous attire votre attention sur le fait que les suivants, ce sont les Tchèques. Et ils ne sont pas tellement européens, les Tchèques. Hein. Voilà, tout à fait. Et donc, s'il faut aboutir à quelque chose, c'est mieux maintenant que plus tard. Ce sera plus compliqué, je pense. Mais bon, nous verrons. Alors, autre point que je souhaitais aborder avec vous, nous avons reçu une demande par courrier de la Commission des Affaires étrangères et de l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne, donc une commission de la Verkhovna Rada, qui contient une invitation pour une visioconférence avec notre comité d'avis. L'idée est que, lors de la réunion, il sera demandé au comité d'avis si on peut donner une suite favorable à la demande d'intégration dans l'Union européenne. Sachant que la commission ukrainienne des affaires étrangères et la commission Relex de la Chambre ont déjà eu l'occasion d'un échange de vues par visioconférence, c'était le 16 mars dernier, sachant que une délégation des membres de la commission des relations extérieures a aussi reçu une délégation de parlementaires ukrainiens le 20 avril dernier à la Chambre, sachant que nous avons adopté le 17 mars une résolution en plénière condamnant l'agression de l'Ukraine et appelant à un renforcement du partenariat entre l'Union européenne et l'Ukraine. Que faisons-nous de cette demande? Allons-nous participer à un échange de vues virtuel avec les commissions de la Rada, avec une des commissions, avec les deux? Quel est votre sentiment, chers collègues? Monsieur Flau. Mais écoutez, vous venez de rappeler tout ce qui a déjà été fait, je viens d'entendre, et M. Dallemagne n'est plus là pour être... C'est triste, hein, ça, quand même. Mais s'il était là, il dirait certainement qu'il faut le faire. Mais très honnêtement, dans l'état actuel des choses, alors que le Premier ministre a rappelé notre attitude, je ne suis pas sûr que ça serve à beaucoup, si ce n'est à faire grandir à nouveau et la pression, et l'émotion, et la communication. Alors, il y a sans doute d'autres projets à faire pour aider l'Ukraine, et la population ukrainienne surtout. Mais moi, je veux bien passer des heures et des heures à discuter entre parlementaires en constatant notre impuissance et en manifestant notre bonne volonté sans être sûr qu'il y aura un suivi. Je ne suis pas nécessairement favorable à cette démarche qui viendra en son temps et à son heure quand l'Europe saura exactement ce qu'elle veut faire à l'égard de l'Ukraine. Merci, M. Flau. M. de Markt. Madame la Présidente, moi je pense en fait que c'est toujours utile en réalité et que si de surcroît la demande vient d'eux, je pense que la situation est évolutive, hein, ça c'est un euphémisme sur place, et que s'ils souhaitent s'épancher sur la situation avec nous, je pense que ça peut toujours être utile et en tout cas ça fait œuvre de solidarité par rapport à la situation dramatique qu'ils vivent. Y a-t-il d'autres avis à exprimer? Mevrouw Brouwers, wat denkt u? Ja, mevrouw de voorzitter, ik denk als de vraag expliciet komt, dat het ook van een minimale, zij het misschien diplomatieke beleefdheid zou getuigen om daar toch op in te gaan. Dat hoeft geen uren te duren en we kennen onze
impuissance, heeft u gezegd. Of we weten dat onze rol daarin beperkt is, maar eventjes luisteren naar die bekommernissen. Ik weet niet. Natuurlijk, het is in de Kamer blijkbaar al gebeurd via de Commissie Buitenlandse Zaken, als ik u goed heb begrepen. En het zou dan hier een herhaling zijn, neem ik aan, voor de Kamerleden. Maar vanuit de Senaat hebben wij die opportuniteit nog niet gehad. Dus, maar ja, als mijn collega's er dan ook niet zijn, is het ook een beetje misschien wat... Ja, wat moeilijk. Enfin, ik ben er niet op tegen, maar ik zie dat we het niet eens zijn hierover. Maar ik zou dat toch organiseren. Ik weet niet wat dat collega van Watson daarover denkt. Voilà, j'ai entendu évidemment l'ensemble des avis. Évidemment, la demande ne vient pas de nous, vient de nos amis ukrainiens. Alors effectivement, je ne pense pas qu'il faille attendre de cette rencontre des solutions à l'ensemble des problèmes, mais il serait quand même symboliquement compliqué de leur dire que finalement, vu la situation, les écouter n'a pas beaucoup d'intérêt. Je pense que symboliquement, ce serait quand même lourd de conséquences et peut-être que d'aucuns pourraient d'ailleurs en exploiter le sujet. Donc je crois que on frappe à notre porte, ne fût-ce que par considération et politesse, il vaut mieux y répondre. Si ce n'est que la procédure, elle est européenne et que finalement le Premier ministre vient de redire qu'on respectera cette procédure. Bien sûr. Qu'allez-vous dire? Si c'est pour dire ça, c'est comme aller à la messe le jour de l'Ascension. Hein. On sait le début et la fin. Hein. Je suis conscient de la limite de l'exercice, M. Flao. Mais je suis pas. Monsieur De Maagd. Je suis pas d'accord, moi, M. Flao. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça revient finalement alors à nier l'utilité de la diplomatie parlementaire, en réalité. Mais non, M. De Maagd, c'est pas nier. Mais laissez-moi terminer, si vous me le permettez. 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 Monsieur Flao, vous aimez quand on vous interrompt? Je pense que vous n'aimez pas quand on vous interrompt. Donc essayez de faire l'exercice inverse pour respecter la parole des autres. Je vous remercie. Je vous remercie. Et donc, ce que je pense, en réalité... faire un discours que vous avez déjà fait 15 fois. Bon. Je ne l'ai pas fait 15 fois. C'est la première fois que je le fais. Donc, essayez d'entendre quelqu'un d'autre. Oh, je sais entendre les gens, mais j'ai horreur de perdre mon temps. Oui, mais moi j'ai horreur de perdre mon temps aussi, Monsieur Flao. Mais enfin, voilà, vous n'êtes pas simplement seul ici à décider. Hein, c'est le rôle de la démocratie. Je pense que vous avez perçu cette réalité depuis tant d'années que vous siégez dans ce Parlement. Vous n'êtes pas seul. Et ça, il faut apprendre à l'accepter. Et donc, je pense, en réalité que c'est nier, quelque part, le rôle de la diplomatie parlementaire. Moi, je suis sensible à ces attentes de nos amis ukrainiens, certainement dans cette époque particulièrement troublée, c'est un euphémisme, qu'ils vivent, et je pense qu'on ne peut pas simplement fermer la porte comme vous le faites. Réunion, est-ce que vous croyez que c'est utile de toujours répéter ? Mais je pense que c'est utile, Monsieur Flao, je pense que c'est utile d'entendre ce qu'ils ont à nous dire, puisqu'ils redemandent à nouveau de nous entendre. C'est qu'ils ont des choses à nous dire. Moi, je ne peux pas présager de ce que les Ukrainiens auront envie de nous dire. Vous comprenez cela? Peut-être que vous êtes dans leur tête et que vous avez la science infuse. Moi, je ne le suis pas et je ne peux pas présager de cela. Monsieur De Maagd, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais arrêtez de dire des bêtises. Hein. Écoutez, je ne suis pas... Enfin, au rang des bêtises cet après-midi, je ne suis pas sûr d'être le premier au classement. Wenst u het woord, meneer Kreelman? Ja, mevrouw, maar ik wil het onderrondje... Echt, mevrouw de voorzitter, ik wil het onderrondje tussen mijn Franstalige vrienden natuurlijk niet onderbreken. Het is amusant, moet ik eerlijk toegeven. Nee, ik volg eigenlijk... ik denk dat het de ondervoorzitter is die het zei. Eigenlijk die redenering. Ik denk dat de parlementaire democratie ook wel zijn rol te spelen heeft. En als het enige argument dan van collega Flao, die ik sterk waardeer, ook al is hij hier niet meer, maar hij weet dat ik zijn mening altijd sterk apprecieer. Als de enige vraag die we ons stellen moet zijn van wat is het nut ervan, dan weet ik nog wel een paar vergaderingen die we hier in dit huis kunnen aan ons laten voorbijgaan. Dus ik denk dat dat geen argument aan zich kan zijn. En ik denk inderdaad dat het toch wel getuigt van enige beleefdheid, om niet te zeggen enige diplomatieke beleefdheid, om in te gaan op die uitnodiging. En als alle collega's dan nuttige vragen stellen, is het nut van dat overleg ook meteen aangetoond. Dus wat ons betreft kan er wel degelijk worden ingegaan op die vraag. Ok, donc je vois qu'il y a majoritairement un sentiment d'approbation de ce rendez-vous, même si on est conscient de l'utilité relative, mais qu'à tout le moins, par mesure élémentaire de diplomatie minimale avec un pays qui aujourd'hui est en guerre, il me semble aussi que nous pouvons organiser quelque chose. Donc nous nous chargeons avec M. Van Quatsenoev d'organiser pratiquement ce rendez-vous.
Nous vous remercions et pouvons clôturer, à moins qu'il y ait des points divers. Zijn variapunten? Nee. Ik dank u, beste collega's. Goedenavond.